morbidité, donc des convulsions même parfois, donc des crises épileptiformes qu'on peut observer. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent au cours de l'oxyurose, tout simplement parce que le fait que ce fluide anal, qui est surtout nocturne et intense, ça va entraîner des troubles du sommeil chez l'enfant qui, au réveil, va être agressif, va être irritable et va même entraîner sur le plan cognitif des troubles assez importants. Et souvent, les enfants qui ont cela ont des difficultés scolaires qui font que donc, voilà, donc, il va y avoir un retard scolaire à ce niveau-là. Dans certains cas, notamment pour la bilharzose, on peut observer des tumeurs. Donc, il peut y avoir donc, des réactions inflammatoires in situ qui vont entraîner donc, un granulome qui va s'installer au niveau de la paroi du côlon ou bien de la paroi de l'intestin. On parle d'amébome. Et ça va simuler à s'y prendre parfois même des tumeurs malignes colorectales. Et donc, mais malheureusement, fort heureusement, sous traitement, ces tumeurs vont disparaître très rapidement. Mais surtout, notez que chez l'enfant, donc ça peut entraîner des troubles neuropsychiques, des troubles cognitifs assez importants qui, même à la longue, vont impacter sur le devenir de ces enfants. Les complications, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc les occlusions, les infections, l'intervention du côlon ou du rectum. Parfois, donc, une migration atypique peut entraîner donc l'appendicite. Un élément très fréquent chez les enfants, c'est le prolapsus rectal, du fait des nombreuses défécations, donc la diarrhée qui est très fréquente. Donc, ça va entraîner un relâchement du sphincter anal et un prolapsus rectum qu'on peut observer à ce niveau. Et bien sûr, des migrations atypiques au niveau donc, du corridor du canal pancréatique qui vont entraîner donc, des manifestations spécifiques à ce niveau-là. On va utiliser sur le plan clinique, mais également avec des, par exemple avec polycystite, on peut observer donc, des douleurs au niveau abdominal. On peut observer également des selles qui sont décolorées. Hein, ça, c'est des signes qui sont fréquemment observés au cours de la polycystite. Au niveau de la pancréatique également, donc là aussi, des manifestations cliniques. Sur le plan biologique, donc le diagnostic peut être direct lorsqu'on va parler, mais avant cela, donc on a des manifestations non spécifiques. Lorsqu'on demande par exemple la numération formule sanguine, on peut observer au cours de ces infections digestives parasitaires souvent une hyperéosinophilie, donc qui est un peu décrit ici par cette courbe. Donc on parle de courbe de Lavier. Donc en fait il y a une hyperéosinophilie qui s'installe progressivement et qui augmente en termes de nombre, peut-être un pic. Et puis ensuite maintenant, lorsque le parasite arrive au niveau du tube digestif, on va avoir donc une décroissance, mais toujours une hyperéosinophilie qui est observée. Et ça, c'est souvent observé lorsque là, il y a, au cours du cycle évolutif, le parasite passe par d'autres organes pleins, notamment le foie ou le poumon. Lorsqu'on touche le foie, souvent, on a donc cette hyperéosinophilie qu'on peut observer. Et quand ça touche également les poumons, on a cette hyperéosinophilie qu'on peut observer très souvent. Et donc, c'est typique, donc, avec un pic lorsque l'atteinte de ces organes est présente. Et lorsque le parasite atteint maintenant le tube digestif, donc on va avoir une décroissance de ces éosinophiles, mais qui sont toujours augmentées par rapport à la norme. On peut également observer souvent une anémie qui est très fréquente lorsque le parasite est sanguicole et hématophage. Donc, on a parlé des angulules, des ankylostomes, donc qui vont entraîner une spoliation sanguine et ça va entraîner une anémie qui est là. Hein. Une leucopénie et les thrombopénies peuvent également être observées, de même qu'une hypoprotitémie. Donc tout ça, ces signes ne sont pas spécifiques, donc on parle donc de manifestations biologiques non spécifiques. Maintenant, pour le diagnostic de certitude, donc c'est le diagnostic étiologique, donc là, on va avoir recours aux techniques parasitologiques pour essayer donc de diagnostiquer, de mettre en évidence ces parasites. Et pour cela, donc, on va commencer par les prélèvements. Donc, il faudra prélever donc, les produits pathologiques. Et comme c'est des parasites qui sont intestinaux, l'élément le plus important qu'on va prélever, donc, c'est les selles. Donc, les selles fraîchement émises de préférence. Parfois, on peut faire un tubal gastrique, mais chez l'enfant, c'est pas très difficile. On peut prélever également par toucher donc les glaires, c'est possible, et encore très difficile chez l'enfant.
Et on peut également faire des biopsies. Là aussi, c'est pas très préconisé chez l'enfant, mais ça se que c'est possible également si on trouve, par exemple, un amébome, quelque chose qui simule une tumeur, donc on va aller faire des biopsies à ce niveau-là. Alors, sur ces prélèvements, donc, on va faire toujours un examen macroscopique qui permet souvent d'orienter, surtout sur les selles. Donc, la consistance des selles permet parfois même de connaître quel est le pathogène qui est responsable, en tout cas le groupe de pathogènes. Les protozoaires ont tendance à donner des selles molles, diarrhée avec des selles molles. Donc, souvent, c'est les éléments qui peuvent être observés. De temps en temps, on a des kystes de protozoaires. Donc, on n'en a pas parlé, mais dans le cycle évolutif de ces protozoaires, il y a des formes végétatives et des formes kystiques. Et lorsque les kystes s'installent, surtout lorsqu'il y a une chronicité de la maladie, lorsque les selles peuvent être pâteuses ou bien elles peuvent être liquides. Quand ce sont des formes liquides, souvent, c'est parce qu'il y a des formes végétatives, donc qui sont des formes de gravité qui sont là. Et donc, on pense avoir affaire à des formes végétatives qu'on appelle des protozoaires. On peut avoir également des selles qui sont glaireuses, mucosanguinolentes. Donc, ça, souvent, on peut penser aux amis. Et parfois, même dans les selles, dans les examens macroscopiques, on peut observer le parasite adulte. On a beaucoup vu des parents qui, le matin, donc en nettoyant l'enfant, voient des parasites qui sortent de l'anus de ces enfants ou au moment où les enfants font les selles, donc les adultes sortent. Donc, ils nous les amènent au laboratoire. Donc, souvent, c'est des ténias ou parfois même c'est des oxyures ou des trichocéphales qu'on peut observer. Et quand il s'agit des céstodoses, des ténias, ils peuvent amener des anneaux de ténia parce que les ténia va éliminer progressivement ces anneaux qui peuvent traverser même activement le sphincter anal. Et donc, on peut observer ces parasites adultes au niveau de l'examen macroscopique. Ensuite, on va faire un examen direct, donc on ne va pas trop fatiguer sur ça parce que ce n'est pas trop votre dada, mais sachez que c'est possible, on va rapidement suivre cette partie. On peut faire des examens après coloration et on peut également faire la culture de ces pathogènes lorsque tous ces examens sont négatifs. Et surtout, on peut faire des techniques de concentration parce que lorsqu'il y a des périodes où les parasites vont pondre beaucoup d'œufs et il y a des périodes où il y a des diminutions de la ponte des œufs. Et dans ce cas-là, donc, les techniques de concentration vont permettre de pouvoir augmenter la sensibilité de ces techniques. Il existe plusieurs techniques, donc il y a les techniques physiques, les techniques physico-chimiques et les techniques particulières. Donc, les techniques physiques, souvent, c'est des techniques de flottaison qu'on utilise. Donc, on va mélanger les sels avec des solutions qui ont une densité assez élevée. Et donc, là, vous allez avoir des œufs qui vont flotter à la surface et on va les récupérer pour aller sur des lames, pour aller les rechercher et donner un diagnostic positif. Les techniques physico-chimiques, donc, on va mélanger également avec des solutions particulières, notamment donc, de l'éther ou bien des acétate APH5.